petite anecdote, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis malentendante, je porte des appareils et ça je leur dis quand j'entre en salle de naissance, qu'est-ce que je dois faire, parce que souvent on te dit les bijoux, les trucs on enlève, et là ils me disent vous enlevez vos appareils. Je me dis merde, et ils mettent tous des masques. Ah oui, donc tu peux même pas lire sur les lèvres. Ouais, je peux pas lire sur les lèvres, et ça c'est la petite anecdote drôle. Donc on te dit de pousser, sauf que je ne vois pas, je vois pas les bouches des gens, donc en fait c'est assez flou. Et je crois qu'au 3e poussé, je pousse trop fort et je me déchire. Pardon, à chaque fois j'ai du mal avec. Ouais. Quoi ? Et ça c'est pas du tout prévu. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Lou, salut. Salut Fabrice. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis contente d'être là avec toi. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu m'as envoyé un mail pour me raconter un peu brièvement ton histoire de daronne qui a l'air d'être, comment on pourrait dire, tumultueuse. Oui, tumultueuse, un petit peu décousue, ouais. Et peut-être un peu hors des sentiers, ouais. Un petit peu hors de ce qu'on attend. Hors de ce que tu attendais, toi, de comment tu te projetais peut-être avant de le devenir. Oui. Bah oui. Oui. Oui, Je me projetais pas, devenir maman, pas solo parce que spoil, j'ai retrouvé quelqu'un, mais quand mon fils avait 1 an et demi, on s'est séparés avec son papa et du début de ma grossesse jusqu'au 1 an et demi et la séparation, j'étais très seule et voilà, et très seule dans ma maternité, dans la grossesse, dans l'accueil et voilà, et c'est vrai que on se projette rarement comme ça, je pense. J'imagine. Voilà, quand on a ce projet-là. Bon, tu vas nous raconter tout ça. Oui. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir. Donc déjà, t'as 29 ans, c'est ça ? C'est ça. T'as été maman à 22 ? À 23. Tombée enceinte à 22, maman à 23. Ok. Tu vas nous raconter. Mais en gros, je voudrais savoir d'où vient ce désir de maternité, pour commencer. Alors déjà, je pense que j'étais pas la petite fille qui avait envie d'être maman. Je pense si on revient au tout début. J'avais pas ça quand j'étais petite. Okay. Genre, j'étais pas poupon, la poussette. Ça faisait pas partie des projections futures. Ado, ça me dégoûtait un peu. Genre une femme enceinte, je trouvais ça vraiment très très particulier. Qu'est-ce qui te dérangeait ?
le ventre avec cette proéminence, un être vivant dedans. Enfin, je trouvais ça, je me projetais pas du tout, quoi. Vraiment pas du tout. Et en fait, de fil en aiguille, c'est arrivé. Je pense, si on remonte un peu l'histoire, le père de mon fils, quand on s'est rencontrés, on s'est date. Oui. Voilà. Jusque-là. Et ce premier date, glissement de terrain. Comment ça? Et enceinte. Attends, glissement de terrain, ça veut dire quoi? C'est une manière un peu imagée de dire que je suis tombée enceinte dès la première, en gros, la première fois. Vous avez une première soirée ensemble, vous avez couché ensemble. C'est ça. Et t'es tombée enceinte. Et je suis tombée enceinte et voilà, jeunesse, on fait pas trop attention, on se croit invincible. T'avais quel âge? En fait, 22 ans. Ouais, 22 ans. Quelques mois avant. Ouais, exactement. Ok. Donc, je tombe enceinte. Je m'en rends compte à la 4e semaine, je crois. Est-ce qu'on n'en profite pas pour faire un petit message de prévention? Moi, j'adore, tu sais, faire des messages de prévention, contraception, tout ça. Contraception à fond. Allez-y, usez de tous les moyens. Mettez des capotes. Ouais, voilà. Les nanas, contraceptez-vous, il y a plein de trucs. Vraiment. Ouais. Il y a plein de trucs. Ne croyez pas que ça n'arrivera pas. Parce que. Ah non, ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Et alors, la méthode du retrait, n'en parlons pas, ça n'est pas une méthode de contraception, donc, les gars. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Je suis là pour le dire. C'est ce que vous avez testé. Non, ça ne marche pas. Voilà. Ça peut marcher pendant un temps, mais ça peut ne pas marcher, même du premier coup, quoi. Il faut faire confiance à la médecine et à toutes ces choses-là. Merci Lou pour ce moment. Je trouve toujours ça très important, tu vois, de venir rappeler que si t'as pas envie d'enfant, aujourd'hui, il y a plein de moyens qui permettent de pas en avoir. Tu vois. Et ceux-là sont très efficaces. Oui. Donc utilisez-les. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse prévention. Ouais. Et ensuite, 4e semaine, donc je me rappelle pas me dire tiens je suis en retard ou mais voilà, je fais un test. J'en avais régulièrement chez moi des tests parce que je crois qu'en fait c'était un petit peu une crainte de tomber enceinte peut-être. Alors du coup paradoxe parce que j'étais pas hyper bien protégée. Ouais. Donc je sais pas trop, mais voilà, à 4 semaines, donc je fais un test et positif. C'est un vrai truc, tu sais, que j'ai découvert notamment dans les équipes chez Mademoiselle à l'époque, où les filles m'avaient raconté qu'il y en avait certaines d'entre elles qui avaient des tests d'avance, et qu'en fait, même si elles se protégeaient et tout, elles avaient tellement peur de tomber enceinte que très régulièrement, elles se faisaient des tests de grossesse. Bah ouais, parce que même si on sait que les moyens de contraception fonctionnent, on sait aussi qu'il y a toujours ce petit pourcentage pour que ça fonctionne pas. Et autant, si ça n'a pas fonctionné, autant le savoir suffisamment tôt pour pouvoir prendre le problème qui parfois n'en est pas un, mais le plus tôt possible pour pouvoir faire un vrai choix et pas se retrouver entravé et voilà, et être libre de ses choix. Et aujourd'hui en France on a ce choix encore, donc de le garder ou pas, de choisir en tout cas, d'avoir le choix. Ouais, d'avoir le choix. Donc voilà, donc test de grossesse positif. Et là bon bah c'est le coup de massue, c'est comment je vais faire parce que j'ai pas de situation. À ce moment-là, je suis barmaid. Ok. Donc je fais 17h, 2h du matin, 5 jours par semaine. Des horaires assez peu compatibles avec un jeune bébé en tout cas. Voilà, et puis je suis pas en plus sur le chemin que je souhaiterais. Je suis plutôt dans un job alimentaire. Qui devait me permettre de me projeter sur ma vraie envie. C'était de faire de la photo à l'époque. Ok. Et puis donc voilà, donc je vis seule, chambre de bonne, j'ai 22 ans, c'est pas le moment quoi. Tu vis à Paris? Je vis à Paris. Non, pas du tout le moment.
Donc, je crois qu'assez vite, je me fais à cette idée, malgré je pense déjà la tristesse que ça occasionne. Tu te fais à l'idée d'avorter? Oui. Pardon. Ouais. Oui, ok. Oui, je me fais à l'idée que du coup, c'est pas possible. Ouais. Et je le dis donc au papa. Et grande bienveillance, hein. Je pense que lui, pour lui aussi, c'était clair, voilà. Mais bon, il était dans le processus, en tout cas avec moi, pour qu'on interrompe cette grossesse. Donc, à 6 semaines, la grossesse, du coup, est interrompue après avoir fait donc l'écho de datation, après avoir été aiguillée sur le cheminement, voilà, comment ça va se passer. Donc là, en l'occurrence, c'était médicamenteux. Donc, en gros, on te donne une première pilule qui va arrêter le développement, et ensuite une deuxième pilule qui va te permettre de l'expulser. Donc ouais, c'est j'ai un mauvais souvenir de ce moment-là, parce que j'étais toute seule. J'ai appelé ma meilleure amie un peu Tu m'as pas dit qu'il était avec toi tout le process? Alors oui, mais quand tu prends le médicament et que il faut, enfin c'est un moment où t'es seul. C'est pas mon mec à l'époque, donc je savais que ce serait un moment un petit peu dur, mais j'allais le passer toute seule. J'ai oublié de prendre. Alors ça aussi, très important. J'ai oublié de prendre un médicament qui est censé t'apaiser quand même les douleurs. Que tu prends avant de prendre le deuxième. Je l'ai pas pris. Et je m'en rends compte une fois que j'ai pris le second. Donc vite, je vais à la pharmacie pour choper ce fameux médicament. Et là, pas blackout, mais montée de nausées terrible. Donc j'appelle ma sœur à la rescousse, qui habitait l'appartement à côté du mien, dans la chambre de bonne d'à côté, qui vient et qui me trouve presque gisante, mal. Donc je rends dans la rue, elle me remonte à la maison et elle me laisse. Et puis là, j'appelle ma meilleure amie, viens, parce que c'est un peu compliqué. Donc là, c'est des grosses douleurs. Vraiment, les règles, plus. Et puis, ouais, t'es seule, quoi. T'es très seule. Et à ce moment-là, je fais une bêtise. C'est que je regarde sur Internet un petit peu pour trouver je sais pas, je me dis, il doit y avoir peut-être une plateforme SOS machin, avortement, ou j'en sais rien. Ils sont assez flous, ces souvenirs. Et c'est d'ailleurs ma meilleure amie qui m'a raconté après coup, plusieurs années après, que il s'était passé ce que je vais te raconter. Donc je trouve cette plateforme. Tu regardes ça pendant le process, là? Ouais, je suis dans les douleurs, je suis dans le cheminement donc de l'avortement, et je trouve un numéro, j'appelle. Voilà, et là je tombe sur Marie, si tu m'entends, très méchante. Ouais. Elle me dit, ah bon, vous êtes en train de faire ça? Moi je lui explique. Et là en fait, c'est une meuf un peu anti-avortement. Bah oui. Et complètement en fait, anti-avortement, catho. Bah oui. Tu sais que c'est une vraie stratégie de leur part, d'avoir mis en place à l'époque. Alors, je crois qu'aujourd'hui ils ont fait gaffe, parce que mais il y a une période où en fait ils avaient acheté tous les mots clés. En gros, ils étaient super forts en référencement, etc. Et le gouvernement, si je me trompe pas, on avait fait ça. On avait notamment fait des liens chez Mademoiselle et tout pour faire remonter, tu sais, le référencement de la plateforme officielle, parce que ils damaient le pion à toutes les plateformes officielles, etc. Et je me souviens à l'époque, je crois que c'était Najat Vallaud-Belkacem qui avait lancé ce truc-là pour faire en sorte d'avoir une plateforme concurrente. Ouais. Parce que effectivement, quand tu tapais genre SOS avortement, tu tombais sur ces connards. Ouais, mais en plus c'est masqué. Tu sais pas. Ah bien sûr, bah oui, bien sûr. Tu tombes dans le panneau, surtout quand t'es là en PLS en train d'avoir mal, d'expulser ton. Oh, je suis désolé pour toi, vraiment. Donc non, et en fait, donc je crois qu'on se parle au téléphone. Elle me rassure un petit peu, tout va bien et tout. Et puis elle me dit, ton enfant s'accroche, genre c'est pas fini.
il faut que tu, enfin, genre, alors que oui, c'était terminé. Oui. J'étais bel et bien en train d'expulser ce qu'il y avait, et elle me disait ça, et puis elle m'envoyait des textos, elle me harcelait un peu. Elle t'envoyait des textos? Ouais. Mais ça, je m'en rappelle plus très bien parce que j'étais vraiment dans la douleur, et que à ce moment-là, après, j'étais avec ma meilleure amie et qui avait pris le relais, et elle était outrée, quoi. En plus, elle est hyper féministe. Elle était assez outrée, et elle m'a raconté ça après coup, et c'est vrai que c'était assez flou. Je pense que à ce moment-là, tu calfeutres un peu parce que t'es en train de faire ça te fait pas forcément plaisir. Quelqu'un qui vient dire ton enfant s'accroche, tout de suite donner en plus cette humanité. Bien sûr. Même c'est si toute leur stratégie horrible. Hein. Ouh là là, donc ouais, mauvais souvenir. Et je suis sortie de là. Ouais, c'était difficile parce que il y avait la douleur, il y avait cette espèce de deuil, parce que même si je savais que je voulais pas le garder, en fait, les 2 semaines où il était là, où j'étais enceinte, je me comportais comme si, voilà, donc j'étais presque contente. Je faisais attention, je buvais pas d'alcool, je fumais pas de cigarettes. C'était assez bizarre. Peut-être que c'est là que ça a commencé à révéler un petit peu l'envie peut-être de maternité. Et bref, et donc voilà. C'est pas anodin non plus, quoi, d'avorter, c'est évident. Non, je pense que ça laisse des vraies marques. Enfin, en tout cas, ça t'a laissé des marques. Oui, ouais, ça m'en a laissé. Donc voilà, donc il y a cet avortement qui se passe, et puis avec du coup le papa. Finalement, on entame une vraie relation, donc on se met en couple. Et puis on va très vite, en fait. Il me demande d'emménager avec lui. À ce moment-là, il cherche un appart. Et puis voilà, je crois qu'en l'avortement, non, je vais dire des bêtises. En tout cas, mars, je sais que j'aménage avec lui. Et en juin, je retombe enceinte. Et on savait tous les deux que on se protégeait pas. On n'a pas fait attention particulièrement. Ouais. Et pendant ce temps-là, ton désir de maternité, t'as la sensation qu'il est venu, c'est ça? Ouais. Entre-temps? Je pense que j'avais besoin d'être réparée. Ok. Tu vois? Oui. Parce que j'étais brisée un petit peu, hein, quelque part. Et j'avais sûrement besoin d'être réparée. Et lui, de son côté, il avait envie aussi de cet enfant? Et lui, il faisait juste pas attention. Ouais. Et toi, de ton côté, en revanche, c'était plutôt un désir que t'avais, quoi? Moi, j'avais ce désir, et je faisais pas attention, en fait. J'avais 22 ans. Oui. J'étais complètement insouciante. Je sortais de ce traumatisme-là. Et je me disais que si ça devait arriver, ce serait une bonne chose. Mais vous en aviez pas vraiment parlé. Et on n'en avait pas vraiment parlé. Ce qui est toujours, encore une fois, petit message de prévention, n'hésitez pas à parler ensemble de... Ah oui. Faire un enfant, c'est toujours une bonne chose, quoi. Très important. Très important, bien choisir le coparent. Oui, j'imagine qu'on va en parler ensuite. C'est primordial. Ça a vraiment son importance. Mais à 22 ans, comment tu veux choisir? Tu vois, c'est ça aussi, quoi. 22 ans, qu'est-ce qu'on sait à 22 ans? On sait rien. On se laisse porter par... J'adore comme tu parles comme une... Tu parles comme une daronne, mais d'ailleurs t'es une daronne. Hein, ouais, c'était il y a pas si longtemps, mais ça propulse quand même fort en avant. Et 7 ans, ressenti 42. Putain. Non, j'exagère. 40. Ouais, il y a des jours, il y a des jours, c'est ça. Donc voilà, okay. Surprise, bébé 2, peut-être on peut dire ça. Et là, moi je suis contente, en fait. J'ai l'impression de me régénérer un peu, et que les choses se remettent à leur place. Tu vois? C'est comme si peut-être jusque-là, j'ai mélangé les cartes du jeu, donc elles sont un peu toutes en désordre. Et là, reboot, tu vois. Carte 1.
Et là, à ce moment-là, j'ai l'impression d'être sur le bon chemin. Donc, pas de secret, tout de suite. En fait, je sais que je suis enceinte avant de faire le test, j'en suis sûre. Je le sens. Tu ressens les sensations. Je me rappelle même d'un soir où je me couche et je fais un espèce de scan sur mon corps. Et là, je sens dans mon ventre et je sens et je sais quoi. Tu vois, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Non, je crois que... Alors plus ça va, plus je me rends compte que, et notamment par rapport aux mecs, parce que j'interviewe aussi des mecs, c'est que souvent les femmes, vous avez un rapport à votre corps qui est tellement intérieur et profond qu'en fait, parce que vous avez l'habitude de ressentir depuis toute jeune les règles, etc. Enfin, vous avez un rapport qui a rien à voir avec celui des mecs, par exemple. Ouais, mais non, parce que quand t'as tes règles, tu subis, mais c'est comme un mec qui a mal quelque part et qui subit. Non, la question c'est de savoir est-ce que je vais ressentir ou calfeutrer. Et c'est là la différence entre la première et la deuxième fois. Tu bois dans un verre doseur, j'adore. J'aime bien les grands verres, et celui-ci, il est grand. Est-ce que tu bois en Wi-Fi aussi, comme ça? Avec... Tu fais des petits kiffs. Tu te fais des petits challenges quand t'es tout seul. Ouais, je sais. Tu partages des petits coulisses de ma vie, d'accord, pas de problème. Antoine, non, mais pas de tu pourras le couper au montage. Ah non, pas du tout. Je trouve ça marrant. Oui, je bois dans un verre doseur. Bonjour. Voilà, comme ça, vous le savez. J'adore, incroyable. Qui l'eût cru? Donc, pardon. Oui, tu disais bon. Que tu t'es rendu compte que... Oui, alors la première fois, je m'en suis pas du tout rendu compte parce que j'ai pas fait peut-être cette introspection. La deuxième fois, oui. Mais c'est comme n'importe qui. Et d'ailleurs, en médecine chinoise, ou je crois que c'est le Qigong, on fait ces espèces de scans. Et en méditation, enfin, voilà, il suffit pas d'être une fille pour le faire. J'avoue. Et on peut très bien, en se concentrant... je dis pas que les garçons ne sont pas capables de le faire. Je dis juste qu'ils sont pas habitués à le faire dans leur vie. Habitués. En fait. Voilà. Ouais, je sais pas. Les mecs et leur corps, c'est un délire. Bon bref, c'est pas du tout le sujet. Non, c'est vrai. On pourra en reparler. On digresse. Voilà, donc du coup, grossesse numéro 2, je m'en doute fort. Test de grossesse, dans la foulée annonce. Et lui, il est surpris. Donc, alors que bon... Jude. Ouais, il fallait s'en douter quand même. Mais il est surpris. Il a à ce moment-là, il sait plus trop où il habite. Il est content, paniqué, à la fois. Non, mais c'est pas possible. Il me dit attends, là, ça veut dire que dans 9 mois, là ici, il y a un bébé. Et bah, je pense qu'à ce moment-là, je lui explique que je me sens pas les épaules pour repasser par là où je suis passée, donc la case avortement. Donc il me dit bon, on va descendre à la pharmacie, on va trouver, on va faire un deuxième test histoire d'être sûr. Là je me rappelle moment assez drôle, on descend dans la rue et il cherchait des yeux le truc vert, la petite croix là de la pharmacie. Et dans la panique, il voyait les feux verts, il voyait tout ce qui était vert. Pour lui, c'était la pharmacie. Oh mon Dieu. Donc panique. Et là, il dit, j'appelle mon père. Donc il appelle son père. Allô papa. Lou est enceinte. Son père lui dit. Et ben en avant la musique. Donc là, je pense qu'il commence à intégrer un peu plus le truc. Je sais pas si d'avoir eu l'aval de son père. Waouh. Bref, donc on achète un deuxième test, on fait le deuxième test est positif, et puis en fait très vite ok quoi, allons-y. Waouh. Ouais. Donc voilà. Comment tu vis toi tu vois, j'imagine à quel point. Alors j'entends bien que t'as eu pendant, tu disais les 15 premiers jours, 3 semaines de ta première grossesse. La sensation que ça y est, t'étais enceinte, etc. Tu vois, ça refait la même chose là, mais là tu te dis ok, cette fois-ci c'est pour de bon, c'est ça? Je me dis oui, en fait je pense que je me sens tout de suite épanouie dans cet état.
je sais que ne veux pas avorter. À ce moment-là, donc comme je t'ai dit, je suis dans un job qui est alimentaire, qui ne me va pas. À ce moment-là, je sais pas trop où j'en suis, je pense. Je suis pas sur le bon chemin. Et je pense que à ce moment-là, je suis enceinte et je sais que je suis sur le bon chemin. Et je sais que c'est là que je dois aller. Et entre-temps, ouais, le désir de maternité, il avait grandi. Je savais que j'avais envie d'être maman, ouais, que c'était ma voie. C'est assez bizarre, hein, parce que c'est pas c'est un désir de transmission, je pense, de faire équipe avec quelqu'un, de donner de l'amour. De faire équipe avec donc le coparent, c'est ça, le papa? Avec l'enfant. Ah ouais. En premier. Parce Okay. que, ouais. Ok. Je crois qu'il vaut mieux faire équipe avec le coparent. Mais Il vaut mieux faire équipe avec le coparent. Mais à ce moment-là, j'y croyais beaucoup. Hein. Bien sûr. À ce moment-là, j'y croyais beaucoup. Je me disais, c'est le destin. Je suis avec quelqu'un qui m'aime. On s'aimait. Hein. On s'aimait. On était jeunes. Bon, lui, il avait peut-être 2-3 ans de plus que moi. Ouais. On était jeunes. On savait qu'on était sur un chemin un peu alternatif. Mais lui, il était très sérieux. Il était très sérieux au travail. Il était déjà très mature. Et ouais, on n'avait pas peur. Hein. Ok. Quand est-ce que ça commence à partir un peu en sucette? Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais vécu ta grossesse seule. Ouais. Et ouais, je pense, non, mais tout de suite, en fait. Ouais. Ok. En fait, il a donné son aval. Et je pense que il était finalement pas prêt. Peut-être entravé par les exemples de parentalité qu'il avait autour de lui. Et en fait tout de suite j'ai été seule parce que j'ai pas souvent refait le film en arrière parce que j'ai toujours au contraire été vraiment de l'avant, mais je sais que tout ce qui est rendez-vous médicaux tous les mois, les piqûres, les prises de sang, tous les rendez-vous chez la sage-femme, les rendez-vous, la maternité, écho. Alors il était là pour l'écho du sexe, la deuxième échographie, mais il a failli partir par exemple parce que il disait que il allait être en retard au travail. Donc ça c'est les souvenirs que j'ai d'être très seule, de pas du tout être considérée comme une femme enceinte. Et ça, j'avais besoin de ça, et je pense que ça a été les premières cassures. Tu veux dire qu'il ne te considérait pas comme une femme enceinte? Il avait pas de comportement particulier à cet égard-là, quoi. Tu vois, il a jamais touché mon ventre. Il a fait une photo de moi enceinte, ça je m'en rappelle, parce qu'il y en a eu qu'une. Ouais, je me rappelle lui dire, je sais pas, regarde, ça bouge, touche, et l'entendre dire, non mais ça m'intéresse pas, un ventre, ça m'intéresse pas en fait. Et donc, alors que vous viviez ensemble. Alors qu'on vivait ensemble, ouais. et que voilà, c'était a priori c'était quelque chose qu'on allait faire ensemble, et moi je me projetais la voir avec lui, que ça fonctionne, et puis peut-être marcher dans ces pas-là, sur ce schéma-là qu'on imagine tous, donc être très heureux, être là, épanoui, futurs parents, choisir ensemble les meubles, le prénom, même le prénom, ça a été compliqué aussi de parler du prénom. Donc c'était, je pense que lui, il l'avait
en dedans Ouais. ce moment-là. Je sais pas comment on dit, c'était... Bah, je crois que déjà pour les mecs c'est compliqué, surtout au début de la grossesse, tu vois, de se projeter dans Ouais. ok, en fait ça devient quelque chose, parce que chez les femmes c'est tout de suite dans le corps, etc. Là Ouais. où chez les mecs t'es plus extérieur. Ouais, bien sûr. Il y a plein d'événements sociétaux qui aussi ont tendance à te mettre un peu à l'écart, Ouais. etc. Donc ça il faut faire un peu le travail de venir, Ouais, enfin tu vois, de t'accrocher à ce train qui est en train de partir, quoi. ouais, Et c'est sûr que si tu le fais pas d'entrée, c'est très compliqué de le récupérer. Ceci dit, il est jamais trop tard. Si jamais il y a Non. des auditeurs, des auditrices, Oui. des auditeurs qui écoutent et qui se disent oh là là, j'ai raté les 3 premiers mois. Bah non, let's go. Il faut y aller. il faut vivre les choses comme on peut les vivre aussi, parce que en fait, voilà, on a tous notre manière d'être parents. Je pense que, enfin, d'aborder et d'embrasser toutes ces périodes-là, que ce soit la grossesse, l'arrivée de l'enfant, l'enfant 5 ans, 10 ans, j'en suis pas encore là, mais et qu'on soit le père, la mère, maman 1, maman 2, papa 1, papa 2, Ouais. c'est... Je pense que... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas... J'ai de la colère, mais j'ai aussi beaucoup d'empathie Pour lui. pour le papa, malgré que ça se soit pas bien passé, parce que déjà on a tous notre histoire et qu'on compose avec, et que en fonction de si on a réussi à démêler ou pas, et de se mettre face au mur et de le faire tomber, on a les clés ou pas. Et parce que voilà, on est tous parents, à mon avis, comme on peut. Voilà. Alors, et de j'entends manière bien différente. ça. Je tiens à dire un truc juste parce que donc j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de mec, où on parle de masculinité et Ouais. tout. Et en fait, l'un des trucs qui est une vérité statistique, c'est qu'en fait les mecs prennent beaucoup moins soin de leur santé mentale que les femmes. Ils vont beaucoup moins travailler là-dessus, comme tu dis, d'aller faire tomber les Ouais. murs pour aller chercher les clés et tout. Ça, bah, comme tu dis, ça nécessite de peut-être se cogner contre le mur, tu Ouais, vois, ouais. et que ça peut faire peur et que ça peut faire mal quand ça arrive. Ouais. Et étonnamment, les mecs ne font pas, et souvent par paresse, par peur, par paresse, surtout par peur, on Ouais. est d'accord. Oui, puis c'est pas comme ça. Je pense que jeune, à l'âge qu'il avait, avec son passé, son histoire, voilà, il faut se construire. Il faut pas déconstruire. Ouais. Faut aller en avant. Faut pas regarder en arrière, parce que on a l'impression que ça va pas être constructif, alors qu'en fait c'est très important. C'est très important. Et voilà. Et donc du coup, Toi, il a laissé passer ouais. beaucoup de choses, et moi j'ai tout essayé pour aller le chercher, pour que ça fonctionne, pour qu'il soit là, pour qu'il soit impliqué, et ça n'a finalement pas pris. Comment tu vis, toi, ce moment? J'imagine que c'est un deuil de plus Ouais. de l'histoire Ouais. que tu te faisais dans ta tête de Ouais. On va devenir une famille, et Ouais. voilà. Ouais. Ah oui, non, mais moi je me projetais pas, je savais pas du tout, j'avais pas anticipé ça. De toute façon, j'étais au jour le jour, hein, je dirais. Et comment je me suis projetée, c'est ça la question. Comment tu vivais sur le moment de te faire abandonner comme ça? Ah ben là, c'est de la colère, de la peur, parce que j'ai pas de situation, parce que du coup j'ai quitté mon poste de barmaid, dans lequel en plus j'étais pas bien. J'ai dit bon, allez, salut, moi j'ai un autre projet, au revoir. Et donc de la peur, parce que pas de situation, parce que on sait qu'on va devoir compter sur la présence et l'absence de quelqu'un, financièrement. En plus. Moi j'avais quitté mon travail, j'avais donc quelques aides, mais j'étais pas très autonome. Ouais. Mais ça, on en avait parlé, il le savait, c'était voilà. Et donc, mais du coup, ça fait peur quand tu vois que la personne est en train de pas monter dans le bateau, et que le bateau avance, et que il est derrière en train de faire une petite brasse, en train de siffler et de regarder les nuages pendant que toi t'es.
en train de tirer sur les cordes et de redresser le mât et d'essayer de prendre le bon chemin et que tu vois que... Donc ouais, ça fait peur. Ouais. Mais malgré tout, je suis très très heureuse parce que je vais avoir ce bébé, on va avoir ce bébé parce que c'est super, je sens que c'est un immense bonheur qui va arriver. Et donc du coup c'est quand même trop cool. Voilà. Comment se passe cette grossesse? Et la grossesse se passe trop bien. Pour toi? Ouais, la grossesse se passe trop bien. Pas de nausées, pas de bobo. Ouais, pas de bobo lié à la grossesse. Et encore une fois, je suis très jeune et donc hyper insouciante. Tu vois, c'est comme si oui. je sais que je suis enceinte et j'adore, mais voilà quoi, oui, ça déroule. Ouais. L'accouchement? Et l'accouchement, nickel. Un accouchement super. Bon, alors, je vais à la maternité au début toute seule. Donc, c'est le jour du terme. Je sens que ça commence un peu à tirer et tout. Donc, là, je me dis, je pense que c'est le jour. Donc, je l'appelle, il est au travail. Il travaille de nuit. Je dis bon, je pense que c'est pour aujourd'hui. Donc, à mon avis, on ferait mieux d'y aller. Bon, j'y vais toute seule. Donc, j'y vais toute seule. Mais tu sens qu'il te dit... on n'est pas forcément trop sûr. Donc, okay. C'est le début des contractions. Mais okay. moi, je sens, je sais quand même. Puis c'est le jour du terme. Donc, oui. voilà. Donc, à ce moment-là, je le préviens. Je lui dis que je vais aller à la maternité et je le tiens au courant. Donc, j'y vais. Monito. Donc, c'est une interne qui me pose le monitoring. Je reste là, je crois, à 45 minutes. J'ai ma première vraie contraction sous monito. Elle revient, elle regarde. Moi, je le vois, hein, le pic. Je me dis, ça, c'est... À mon avis, c'est... Et elle me dit, bon, c'est bon, je pense que vous pouvez rentrer chez vous. Donc là, je me dis, bon, ok. Donc, je me rappelle aller prendre mon hitch à l'époque, avec des contractions qui arrivaient de plus en plus fort. Mais à ce moment-là, je fais confiance au personnel médical. Je monte dans le hitch. Je vois en plus c'est un mec que je vois arriver de loin, dans limite une vieille voiture. À 2 à l'heure, je me rappellerai toujours, c'était épique. Limite avec les peluches et tout devant. Ouais. C'était tout un film. Et je rentre chez moi et puis là je sens que les contractions sont vraiment rapprochées, donc je sais qu'il va falloir y retourner. Là fin de soirée vers 23h et là je lui dis donc il faut y aller. Et puis en fait je l'attends 4 heures. Il est où? Bah il travaille, il ferme. Et puis il prend son temps, je pense. Je pense qu'il prend son temps. Il a peur. Peut-être. Donc il arrive, c'était assez drôle. Hein. Moi, n'hésite pas à venir dans l'histoire de Daron si tu nous écoutes. Oh là là. J'ai des trucs, des questions à te poser. Ah, ce serait fort. Hein. Ce serait fort, franchement, historique. Mais ce serait bien. Je pense que ça ferait du bien. Donc il arrive, très souriant. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup ri pour masquer, tu vois. Très souriant, avec un sachet, avec, je me rappelle, des brochettes à faire cuire, de la viande et tout. Et moi, je suis dans le turf. Mais toi, entre-temps, tu lui as dit quand même que... Oui. Je finissais par lui dire, j'appelle les pompiers, là. Je vais accoucher. Je suis dans le bain. Je fais quoi, en fait, finalement? Tu n'arrives pas. Et puis il arrive comme une fleur, avec des brochettes, et je revois l'image, il me dit, je peux me faire cuire les brochettes? Et je fais cuire les brochettes. Et moi, je suis accrochée à la machine à laver, en train de gérer mes contractions. Bon, il fait cuire tes brochettes, il mange.
Et puis, une fois pardon, que... c'est pas drôle du tout, mais vraiment, c'est surréaliste. Non, mais j'en ris, mais bien sûr, c'est surréaliste. Un mec écrit... Enfin, on écrirait une série comme ça, on se dirait, non, mais c'est pas possible. Non, mais un film. Oui. Et puis on appelle un Uber. Je fais beaucoup de pubs pour les VTC, Oui, là, j'ai l'impression. Écoute, j'irai leur demander un petit chèque-os, merci pour ça. Je t'en prie. Plaisir d'offrir. Et donc voilà, donc on y va en voiture avec la petite serviette, là, et tout. Épique dans la voiture aussi, parce que du coup, ça fait longtemps que j'attends, les contractions sont vraiment très fortes. Et voilà, et en fait, assez rapidement, je suis amenée en salle de naissance, hôpital public, malheureusement pas d'anesthésiste rapidement, donc j'attends la péridurale jusqu'à 11h du matin. À toute la nuit, donc. Donc toute la nuit, ouais, de 4-5 heures à 11 heures, en tout cas, ouais. J'attends la péridurale, donc c'est très nébuleux, parce que quand tu souffres comme ça, je pense que le cerveau coupé au montage. Oui, le bouton off. Il a coupé au montage, donc je me rappelle pas de grand-chose. Je me rappelle juste donc du papa qui rentre dans la salle de naissance une fois que j'ai la péridurale. Encore une fois, à mon avis, stressé au max et donc du coup humour. Il avait pris les masques qu'on attache sur la bouche, ouais. Mais pas les masques Covid, des trucs avec des ficelles un peu bourrins, et il s'en était mis sur la tête, autour de la bouche, sur le cou, donc je le vois. Oh, le clown en plus, et les gars, il est là. Dis donc, je vais faire un prout de d'aisselle. Non, mais exactement. Alors qu'en fait, à l'intérieur, j'ai envie de crever. Ouais, oui, c'est ça. Un peu ça. Donc, et puis moi, je pense que j'ai envie de le fumer depuis quelques mois déjà. Mais j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire. Ouais, voilà, j'ai lâché l'affaire. Je pense que je rigole un peu et je me dis bon. Mais je l'avais déjà prévenu, il me semble. Parce que on avait fait un rendez-vous avec une sage-femme, vraiment avant l'accouchement, j'étais très enceinte, et lui disait bon, je vais arriver avec tu sais, les brumisateurs à la ceinture en mode warrior, et elle avait dit monsieur, surtout le jour J, il faut pas faire ça. Reste bien à ta place. Ouais, il faut pas faire le clown en fait. Va falloir être genre vraiment là, quoi, pas en façade. Donc voilà. T'as pas envie comme tu dis, t'as pas envie de le fumer là? Ben, je suis sur un autre dossier à ce moment-là. Oui, je comprends. En plus avec les endorphines dans la gueule et tout, ça doit être un truc. Waouh, ok. Ouais, il y a les endorphines, donc une fois que t'as bien souffert les contractions et tout, et puis ensuite, quand on te met la péridurale, on te dit, madame, vous avez un petit bouton. C'est la drogue gratuite. Vous pouvez gérer comme vous... Alors moi, il faut pas me dire ça. J'étais là, avec le bouton, à appuyer, jusqu'au bout au moment où donc, ça ne fonctionne plus, parce qu'il y a une échelle quand même, c'est bridé. Heureusement. Mais donc je suis un peu dans les choux. Et puis et puis après ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Voilà, péridurale 11h, 15h23, j'accouche assez facilement. Juste la petite anecdote, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis malentendante, je porte des appareils et ça je leur dis quand j'entre en salle de naissance. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que souvent on te dit les bijoux, les trucs, on enlève. Et là, ils me disent, vous enlevez vos appareils. Donc, je me dis, merde. Et ils mettent tous des masques. Ah oui, donc tu peux même pas lire sur les lèvres. Ouais, je peux pas lire sur les lèvres. Et ça, c'est la petite anecdote drôle. Donc, on te dit de pousser. Sauf que je ne vois pas. Je vois pas les bouches des gens. Donc, en fait, c'est assez flou. Et je crois qu'au 3e poussé, je pousse trop fort et je me déchire. Pardon, à chaque fois j'ai du mal avec. Ouais. Quoi? Et ça c'est pas du tout prévu et donc 3e poussée, déchirure. Tu as vu comme je suis allé sur mon téléphone de façon un peu intuitive en disant je vais faire autre chose moi pendant ce temps. J'ai un épisode complet avec Émilie qui raconte son épisiotomie et j'étais pas bien pendant tout le long, mais bon bref. Je l'ai écouté, il est incroyable. Là. Pardon, Ouais, mais elle c'est encore pire, elle, parce que c'est la vraie épisio.
Non, là, c'est la déchirure, c'est le petit dommage collatéral qui n'est décidé par personne, on va dire. Et puis, tu es sous péridurale, donc tu ne sens pas. Oui. Mais tu sais qu'il y a quand même un petit accident de parcours. Et donc voilà, bon bah ça se gère assez facilement, hein. Après on te recoue et puis ça passe comme ça, hein. Mais ouais, mais je c'est n'arrive quand même... pas à y croire que tu dises ça en fait. Non, ouais. mais bon, ouais, moi je suis un mec, je suis une chochotte, hein, tu vois, donc je suis juste moi tu me dis ça, moi je suis là, non, tu viens juste de te faire, désolé, je vais le faire un peu trivialement, mais déchirer la chatte, ça ne peut pas être, comment t'as dit, ça passe facilement, je n'y crois pas, pardon. Et les circonstances font que le fait d'avoir ton bébé ensuite ça adoucit peut-être un peu la chose, donc Okay. t'es focus sur autre chose. Il y a la péridurale, mais après effectivement oui, on doit te recoudre. J'avoue que j'ai attendu, je me rappelle attendre plusieurs longues minutes ouvertes avec du coup tout le monde qui était affairé sur autre chose que mon cas, et puis le papa qui était un peu autour et que je sommais quand même de pas du tout venir dans cette zone parce que je voulais pas qu'il voit ça. Mais finalement on me recoue et puis mais la vie des meufs quand même, tu te rends compte ou pas? Enfin moi à chaque fois que j'ai des histoires comme ça, je me dis mais alors moi c'était très étonnant parce que j'ai douillé par procuration. Ouais. Un truc vraiment bizarre de... Non, mais c'est l'empathie. T'as mal par procuration, c'est un truc de ouf, et moi ça m'a fait dérailler parce que je savais jamais gérer ça. Mais en revanche, franchement, être à la place de ma femme à l'époque, mais non, mais moi jamais je change. C'est un truc de ouf. Je pense que c'est comme dans le cas, mais c'est comme dans le cas, je pense, où n'importe qui, homme ou femme, a par exemple un accident, un truc très traumatique, où sur le coup, ton cerveau, il va switcher, il va utiliser une autre zone pour t'aider à surmonter ce cap. Et je pense que c'est ça, l'accouchement. Elle m'a dit c'est un marathon. Moi, elle m'a dit, moi j'étais juste dans mon marathon, j'ai rien senti, j'étais là, fallait que j'aille au bout. Ok. Il faut y aller. De toute façon, il y a que une issue possible et en tout cas souhaitable. Non, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc voilà, donc il y a ça. Et du coup, tout le monde un peu embêté. Donc le personnel me recoue, je découvre les joies d'un espèce de Mr Freeze. C'est comme un glaçon un peu étudié, un peu en long pour cette zone-là. Donc on va venir m'apporter quotidiennement, plusieurs fois par jour, pour que je puisse être un peu de glace pour que ça cicatrise. Ouais, on te donne ça, c'est magique. Et du coup, ils pensent que je suis sourde. Et je me rappelle de ça. J'arrive dans ma chambre et mais c'est très bizarre parce que pourtant il m'avait parlé. Et puis là, comme quoi la méconnaissance des personnes face aux malentendants. Ils pensent que quand t'as plus tes appareils, d'un coup tu n'entends plus rien. Et il m'envoie une infirmière qui est malentendante et qui est sourde et qui signe dans la chambre. Donc je la vois rentrer et commencer à me parler en langue des signes. Et je ne comprenais pas. Et parce que tu parles pas la langue des signes pour le coup. Non, je parle pas la langue des signes. Mais par contre, du coup, c'était à la Pitié-Salpêtrière et ça, c'est très cool. Complètement adapté, du coup. Oui. Et ça se sait. Et je sais plus où est-ce que je l'ai entendu récemment. Peut-être dans un podcast, je sais plus. Okay. Les femmes sourdes peuvent aller là-bas pour avoir leur enfant et peuvent être accompagnées par un personnel qui sait signer. Et donc, du coup, voilà. Et ça, c'est très cool pour ça. Trop cool, mais alors pour le coup... Pas pour toi. Mais pas pour moi. Mais du coup, c'est la petite anecdote assez rigolote. Voilà. Donc voilà. Et là, un petit peu de solitude aussi encore à la maternité, puisque il vient pas tout de suite. Tu vois, il arrive vers midi chaque jour, donc il va rater les bains, il va rater les premiers vaccins, il va rater les informations qu'on peut glaner comme ça sur place, qui sont assez essentielles et réconfortantes. Et tout ça, il va rater aussi. Ouais. Voilà. Et toi, t'es vraiment dans ce truc de ok, le gars n'est pas là, quoi. Moi, je suis très triste. Ouais. Moi,
je suis très partagée. À ce moment-là, je suis dans une immense joie. Mais je suis très triste. Parce que je sais que je pense que je sais que ça ne changera pas. Et je sais qu'il est heureux parce que quand le petit est sorti, il a versé sa larme, il était très ému. Je pense juste pas prêt. Pas prêt. Pas prêt à l'après. C'est-à-dire que. Toujours, finalement, toujours pas là. Toujours, ouais. Donc, grande tristesse. Tu me parlais aussi d'une relation qui avait fini par se transformer en une relation d'emprise, finalement. C'est ça, ouais. Parce que je suis isolée. Je suis très seule parce que je suis jeune. Tous mes amis ne sont pas du tout dans ce mood-là. Bah oui. Donc, personne ne comprend. Parce que c'est normal, c'est... tu vois... Faut plutôt aller faire la chouille. Les potes font la teuf. Ouais. Personne n'est parent. C'est pas du tout le mood. Donc... puis moi, d'un coup, il y a un cut. Hein, voilà, je suis avec mon bébé. Je ne fais plus que ça. Donc, je suis déjà isolée socialement. Je suis loin de ma famille qui vit en Corse. Donc je n'ai pas ma mère, je n'ai pas mon père, je n'ai personne, ou très peu de la famille qui a peut-être ses choses à faire aussi, hein, qui est finalement pas très proche. J'ai ma sœur dans les parages, mais qui, je pense, comprend pas bien à ce moment-là. Je n'ai pas de travail, je ne sais pas où je vais. Je sais que j'avance, j'ai mon petit. C'est ma responsabilité. Le papa il est absent. Il s'occupe pas, tu vois. Il est pas particulièrement attentif à ce moment-là. Il m'aide un petit peu. Hein, je pense que il se débat un peu comme il peut, mais il embrasse pas le truc comme je le fais moi. Et donc là c'est survie. Donc là c'est survie. Voilà, je pense que très rapidement, au bout de 1 mois et demi, après un petit clash où je monte dans les tours, je me rappelle de ça parce que je lui demande de faire un biberon. Je suis en train de le tenir, il pleure et il sait pas. Et là, à ce moment-là, la fatigue, le manque d'empathie, parce qu'il comprenait pas, tu vois. On se dispute fort, et lui ne me ménage pas du tout, quoi, tu vois. Et là, je me dis bon Lou, ça va pas être possible. Il va falloir 1, serrer les dents, 2, essayer de sauver ce qu'on peut sauver ce... T'as en tête de sauver votre couple ? Oui, Okay. Bien sûr. Je veux que ça marche parce que en fait, à ce moment-là, je me dis que c'est pas possible. Le petit vient d'arriver, on se doit que ça marche en fait. On se doit que ça marche. Maintenant, c'est plus nous, notre nombril, c'est lui en fait la priorité. Et il va falloir se battre. Et enfin moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, donc warrior, lui travaille la nuit, donc très seul les nuits, donc très fatigué. Je l'allaitais, je l'ai quand même allaité 3 mois, mais j'avais une espèce d'alternance avec les biberons. Ouais. Voilà. Une fatigue que j'ai jamais connue, que j'ai jamais reconnue depuis. Tu t'endors debout, quoi. Mais vraiment, hein. Tu t'endors, tu fais des rêves éveillés. Ouais. Tu fermes les yeux et d'un coup, t'as presque une hallucination d'un truc complètement absurde qui te fait rire aux éclats. Tu te réveilles, tu te rendors par la suite et là tu pleures. Et lui en plus ne le comprenait pas
parce que il vivait pas, il était pas finalement à ma place, il comprenait pas et j'ai eu des pourquoi tu pleures. Des fois on marchait, je me rappelle dans Paris, une fois on marche des kilomètres avec la poussette, je sais pas, 10 jours, 15 jours après l'accouchement. Je m'accroupis, je pouvais plus avancer, je pleure. Pourquoi tu pleures? Donc ouais, beaucoup de violences psychologiques qui ont finalement mené à une certaine emprise parce que j'étais très très amoindrie. Plus les mois passaient, plus j'étais réduite à ma condition de fille au foyer, pas trop d'amis, pas trop de famille, donc ça je l'ai dit. Et puis peut-être que lui, quelque part, il cherchait à me dire, tu l'as voulu, tu vois. Ouais. Donc maintenant, faut y aller quoi, et pas le droit de flancher. Lui, il flanchait pas de toute façon, c'était Il flanchait. un mur. Tu vois. Oui, c'est ça. Et puis surtout, il en foutait pas beaucoup, quoi. J'ai l'impression aussi. Donc, c'est plus facile de pas flancher quand tu dors correctement, etc. Ouais, quoi. Il dormait bien. Il dormait jusqu'à 11h. C'était très dur. C'était très dur. Et voilà, au bout d'1 an et demi, j'ai cheminé. Je me posais de plus en plus la question, c'est quoi l'avenir ? Et puis j'ai fini par me dire que je préférais finalement être seule et savoir pourquoi, plutôt que d'être seule avec quelqu'un. Ça, c'était pire. Bah oui. Tu vois, je pouvais plus. Voilà, j'étais intolérante à tout. Et puis j'avais besoin d'être focus sur mon enfant. Et puis je me disais, mon fils, comment est-ce qu'il pourra être bien et heureux et s'épanouir correctement si son cadre autour n'est pas suffisamment bienveillant. Et puis je voulais pas aussi qu'il ait ce modèle-là, tu vois, qui est complètement pas moderne. Et puis grosse lacune d'amour et ça c'était pas envisageable. Voilà. Donc après des mois de réflexion, un jour, je me rappelle, j'étais au travail, puisque j'avais retrouvé du travail, finalement, dans un restaurant où j'étais allée avec ma poussette. Donnez-moi du travail, parce qu'il faut que j'existe, au moins socialement, et que je sois autonome. Et je me rappelle de ce jour où j'ai dit à ma collègue et chère amie Juliette, je l'ai regardée, comme ça, et j'ai dit, c'est fini. Elle me dit quoi, c'est fini? Je dis, c'est terminé, c'est fini. Il faut que je parte. Voilà, c'est survie, ouais. Donc tu t'en vas? Donc, il y a 2 mois de cohabitation, durant lesquels lui, il essaie de me récupérer. Je fais co-chambre avec mon fils. Et pendant 2 mois, là, c'est branle-bas de combat, chercher un appartement, faire un dossier, expliquer à tout le monde aussi que quelque part c'est l'échec. Donc là tu dois expliquer à tout le monde. C'est pas super facile parce que c'est là qu'on rentre un peu dans j'ai l'impression que c'est un peu tabou, ces sujets-là de mères qui quelque part ont raté, tu vois. Ça qu'on te fait ressentir. Et ça, c'est pas trop ok. Bon. Tu vois. J'aime beaucoup comment tu le dis. Ça, c'est pas trop ok. Parce que même ma famille me tirait la sonnette d'alarme, quoi. Faut pas partir. Oui, le statu quo. Faut pas partir, tu vois. Ouais. Faut pas faire ça. Et pourquoi, d'ailleurs ? Parce que j'exprimais que ça n'allait pas. Et ça doit primer avant tout. C'est ça qui doit avoir son importance. Et j'ai pas
eu beaucoup de soutien à ce moment-là. J'ai la chance d'être entourée quand même par quelques bonnes amies qui comprenaient et qui m'ont soutenue et qui ont été là quand on mettait mes affaires en bas de l'immeuble. Pour déménager, ouais. Quand le papa s'emportait et qu'on me sommait de quitter l'appartement alors que j'en avais pas encore trouvé un, parce que en fait d'un jour à l'autre, je pense qu'il était tellement chamboulé par la situation que d'un jour à l'autre, en fait, un jour il voulait me récupérer et puis le lendemain, en fait, j'étais la pire personne du monde. Il était violent avec toi ? Est-ce que c'est pas une forme de violence d'être enfin, je veux dire, t'étais en insécurisant. Ouais. Oui, ouais, de me dire qu'il faut que je parte. Ouais, il avait essayé plusieurs fois de me mettre dehors alors qu'il y avait mon fils dans l'appart. Et ça, il en était hors de question. Moi, je ne vais nulle part. Mon fils est là, je ne vais nulle part. Et puis, ouais, et il y avait cette emprise parce que j'étais plus rien. Et il y avait cette emprise de dire, tu vas partir, mais tu vas partir seul. De sous-entendre ça. Je me rappelle d'un jour où il me dit, tu sais, je vois que tu pleures. Et en fait, je comprends pourquoi tu pleures. Parce que quand tu vas perdre la garde, ça va être horrible pour toi. Waouh. Ouais, et en fait, il jouait là-dessus, je pense, pour que je reste. Et il savait que j'avais rien. Il savait que j'avais rien. Il savait que et il jouait vachement là-dessus, voilà. Mais c'était sans côté sur l'opiniâtreté de Lou, c'est ça ? Qui se doutait pas que j'avais plus d'un tour dans le sac. Et j'ai trouvé un appartement. Finalement, le premier appartement que j'ai visité, j'ai eu l'immense chance, et non sans mal, parce que j'ai eu énormément de mal à trouver un garant. La veille de la signature, en fait, tout s'était chamboulé. Au début, je croyais que j'avais un garant, puis finalement, en fait, je n'avais pas de garant. Et puis finalement, la veille de la signature, après avoir tout remué, les associations, les amis, j'avais même, je me rappelle, une cliente à l'époque de l'endroit où je travaillais qui était maman solo. Et qui m'avait dit je vais essayer de voir si moi je peux pas être garante pour toi, alors qu'on ne se connaissait pas. Mes patrons qui avaient essayé d'être garant via l'entreprise, parce que ça c'est possible dans certains cas, que l'entreprise se porte garant pour un de leurs employés pour l'appartement. Mais eux ont été super. J'ai eu la chance d'être au travail au moins avec des gens qui m'ont vraiment soutenue à fond. Ouais, ils étaient sans faille. Ils ont fait des lettres à l'agence pour dire qu'ils m'augmentaient, que j'avais donc du coup les épaules suffisantes pour payer cet appart et tout. Et voilà. Et donc finalement j'ai eu cet appart et là ça a été la délivrance. Et j'avais trouvé un appart juste à côté en fait du papa. À 2 rues, parce que j'avais quand même le souhait qu'ils puissent maintenir ou enfin commencer à créer, parce que c'était pas trop ça, mais je voulais pas prendre mon fils et partir. Je voulais quand même que ça marche entre eux, et pendant des mois j'essayais. Finalement je voulais que ça fonctionne parce que c'est trop important, mais une relation père-fils, père-fille, enfin d'un parent à son enfant en tout cas, ça vient pas comme ça. Ça doit, ça se fabrique, ça se travaille. C'est un vrai truc. Il faut qu'il y ait un vrai engagement. Donc, on trouve cet appartement. Et là, ouais, c'est la délivrance. Et là, c'est enfin, ça va pas être facile, je le sais. Mais maintenant, je trace ma route et j'ai plus d'entrave. Je te propose de faire un petit saut dans le temps. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps-là et où t'en es aujourd'hui ? Quelles ont été les grandes étapes ?
Bravo en tout cas, parce que c'est waouh. J'imagine à quel point ça n'a pas été simple. Ouais, non, ça n'a pas été simple, mais en même temps, je crois que dans la tristesse, j'ai été heureuse finalement aussi à chaque minute aux côtés de mon enfant, parce qu'à côté de ça, c'était fou, quoi. C'est un bébé en plus super, et puis je faisais du coup vraiment équipe avec lui, tu vois. J'étais dans une relation très finalement privilégiée. On était un vrai duo. C'était pas deux parents qui font qui ont l'enfant à côté, qui parlent sans trop forcément le prendre en compte. Donc je lui parlais beaucoup, et d'ailleurs il a parlé très très tôt, et on a en fait j'ai bâti une relation avec mon fils très particulière de par du coup cette situation. Et depuis j'ai eu du coup la chance de rencontrer celui qui partage ma vie aujourd'hui, et c'était pas du tout prévu. Et d'ailleurs quand on s'est rencontrés, j'ai senti l'importance et l'importance qu'il allait avoir dans ma vie, et je me disais non, n'y retourne pas. Non, je me disais non, pas du tout, c'est pas le moment. Et puis en fait j'ai laissé faire les choses, et aujourd'hui Isaac a un papa 2, parce que c'est ça, et la vie est trop belle, et on forme un trio vraiment très chouette, très sécurisant. Mon fils est très heureux. La relation avec son papa, elle se construit de jour en jour. C'est encore, je pense, ça se construit. C'est en construction. Quand on s'est séparés, il a pas donné de nouvelles d'abord pendant 3 mois. Donc ça a été dur, parce qu'en même temps il y avait les procédures avec le JAF. Il est pas venu au tribunal les 2 fois, donc il a fallu faire sans lui. Il donnait pas de nouvelles, et ça a été dur. Et mon fils l'a très mal vécu, puisqu'il s'est mis à faire du psoriasis. Il a eu tout le visage jusqu'aux yeux grignoté, tu vois, genre vraiment à vif, en sang, parce qu'en plus on ne savait pas ce qu'il avait. Et il a développé ce truc, et c'était terrible. Il était défiguré, le pauvre. Maintenant aujourd'hui ça va mieux, c'est terminé, mais il a développé ce truc parce que il sentait, il était petit mais il sentait. Et d'ailleurs à la crèche, c'était horrible, il disait aux assistantes, papa ne vient pas, c'est de ma faute. Il ne veut pas venir me voir. Et ça a été pour moi, je savais que j'avais une mission vis-à-vis de mon fils, c'était de lui faire comprendre, coûte que coûte, malgré son jeune âge, que non, ce n'était pas de sa faute. Et d'essayer de trouver les bons mots pour qu'ils se sentent pas coupables. Et ça, c'est difficile, parce que les enfants ont tendance à penser que c'est de leur faute, très souvent. Donc qu'est-ce que tu lui as dit alors ? J'imagine que ça n'a pas été une phrase, mais... je pense que je lui ai expliqué la situation. Je pense on n'est plus amoureux. Voilà. On n'est plus amoureux. Après, j'ai été conseillée par des psychologues à la crèche, notamment. Alors, elle me conseillait de faire un album photo avec des photos de son papa, qui puisse être donc son objet à lui, pour qu'il puisse continuer de voir son papa, et qu'il ait cette présence-là, et qu'il puisse en parler autour de lui et verbaliser. Et après, plus tard, à l'école, on m'a conseillé de lui dire surtout qu'on avait été amoureux avec son papa, et qu'il avait été le fruit de l'amour. Et ça, c'est venu plus tard, il avait 4 ans, donc c'était l'année dernière, après qu'on lui ait demandé de dessiner sa cellule familiale, et qu'il ait dessiné son papa, moi et mon compagnon, et pas lui.
Et quand les enfants ne se dessinent pas, c'est qu'il y a un genre de flou dans c'est quoi ma cellule familiale, où suis-je, tu vois. Bah oui, ma place. Et ça avait été un super outil. Elle m'avait dit, dis-lui que il est le fruit de l'amour. Et ça a réveillé quelque chose chez lui. Ça lui a fait beaucoup de bien. Ouais, je l'ai vu. Niveau boulot, tu disais aussi que tu t'étais formée, que c'est ça? T'avais trouvé un job. Ouais, et alors, depuis, comment remonter le fil? Avant de se séparer, j'étais dans un restaurant pour la deuxième fois. Et tout juste avant la séparation, j'ai décidé de passer le CAP fleuriste et de me reformer à un métier qui me plairait, qui serait un métier passionnant. Donc pendant 3 ans, je me suis un peu démenée avec le petit et tout, donc ça n'a pas été simple. J'ai finalement passé mon CAP fleuriste. Et puis je me suis mise à mon compte. J'ai monté ma petite affaire de stylisme floral. Et aujourd'hui, je suis indépendante et styliste florale. Et ouais, merci. Et ça, ça a été un cheminement dont je suis fière et contente parce que ça n'a pas été facile. C'est le moment de faire ta pub. Et pourquoi pas. Donc, je m'appelle Lou Saveria. Ok. On peut te trouver sur Internet, j'imagine. On peut me trouver sur Instagram. Sur Instagram. Merci beaucoup, Lou, d'avoir partagé ton histoire. Ouais. Bravo. Merci à toi. Parce que, waouh, j'imagine à quel point il t'a fallu de la force pour pouvoir... oui, et en même temps, pilote automatique. Et aussi, du coup, si je suis là aussi aujourd'hui, et je te l'avais dit dans le mail, il me semble, c'est que malgré tout ça et ce cheminement, je pense que je porte un message d'espoir et que en fait, tout est possible. On puise beaucoup de force dans le fait d'être parent et dans son enfant aussi, dans la confiance qu'on lui donne nous renvoie une énergie et une force folle, et que voilà, il faut bien réfléchir, mais c'est magnifique, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est fou. Ouais, voilà. Imagine, ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans. Il aura 15 ans, c'est ça, non? 15 ans. Ouais, salut maman. J'adore, mon Dieu, c'est long. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? C'est la question. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Est-ce qu'on pourrait pas parler un peu de futur en revenant un peu dans le passé? Genre, hier soir, mon fils, tu m'as démonté au G-Pur, qui est un jeu de troc. Tu as 5 ans et tu m'as mis 87 à 71. Donc je suis très fière de toi. J'espère qu'on pourra faire plein de jeux de société quand tu auras 15 ans et que tu continueras d'être un partenaire d'équipe et de vie comme tu l'es, que tu seras épanoui et que on aura fait notre maximum et qu'on aura permis que tu fasses ce que tu aimes et que tu te sentes bien dans tes baskets et que tu saches que tu es beau comme tu es, fort comme tu es, et que tu es un petit garçon et un ado incroyable, j'en suis sûre. Merci Lou. Merci. Merci d'être venu témoigner, c'est super d'avoir ton histoire à mon micro. Avec plaisir. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.